Salut, ici Maps! Parlons aujourd'hui des rendez-vous du premier roman, les titres hors Canada. La sélection a été vraiment très longue à sortir. On a eu un petit peu moins de temps que d'habitude pour les lire. Et aujourd'hui, je vous en parle. Donc, les 8 titres sont sortis. Commençons avec le premier qui se nomme Échappée de Manon Junio. Il y a quelque chose qui s'est passé. Habituellement, je suis vraiment pas pire sa coche dans la vie à lire un livre, en faire une review, puis si j'ai besoin de la rapporter ou tout ça, de le faire après. Et là, semblerait que j'ai pris la photo pour mon Instagram, je l'ai lu avant le club de lecture, je l'ai prêté à quelqu'un pour que quelqu'un d'autre le lise, et je n'ai pas fait ce segment. Donc, on va s'en parler. Échappée de Manon Junio, on va suivre plusieurs femmes avec leurs enfants qui vivent ensemble. On dirait que je veux pas trop vous en dire parce que on voit rapidement le fil qui se déroule, si je peux dire ça ainsi. C'est pas nécessairement un thriller, mais c'est vraiment d'apprendre à connaître les différentes femmes, la raison pourquoi elles sont là, leurs histoires et ce qui les relie. Puis il va y avoir, c'est ça, des petites choses qui vont se passer par la suite. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Au départ, j'ai été vraiment agacée par l'écriture. Il y avait vraiment, j'appelle ça du bruit. J'ai jamais ressenti ça ainsi, mais je lisais le roman, puis je trouve qu'il y avait trop de mots, il y avait trop de descriptions, il y avait trop un désir d'expliquer des choses peut-être pas importantes, puis j'avais l'impression que ça me cachait la vue, que ça m'empêchait de bien entendre, de bien comprendre de quoi il était question. Je trouve que ça s'améliore au fur et à mesure du roman. Il y a un chapitre précisément sur la vie d'une des femmes que là, j'étais comme, c'est ça l'écriture que j'ai besoin, c'est ça que je veux. C'était très, très clair, limpide, mais on dirait que c'est revenu avec cet aspect-là. Il y a comme quelque chose de dense, je sais pas, de circulaire, de mouvement dans l'écriture qui m'a vraiment agacée. Le roman traite de sujets quand même assez difficiles, ce qui, rapidement pour moi, était une évidence que ça allait aller dans cette direction-là. Donc, je trouve qu'il y avait pas beaucoup de suspense, je trouve qu'il y avait pas beaucoup de surprises. Je lisais ça puis j'étais comme, ben, forcément, là, qu'il y a des histoires comme ça qui se sont passées pour que ces femmes-là soient ensemble. Donc, il y avait vraiment cet aspect-là que, on dirait que j'attendais juste que le livre me raconte ce dont je me doutais déjà. C'est un sujet difficile, c'est un sujet important. Je pense pas que c'est nécessairement traité de manière originale. Puis, comme j'ai déjà mentionné, l'écriture, ça me dérangeait. Il y avait aussi beaucoup de monde. J'ai jamais vraiment réussi, là, à attacher, à lier les parents avec les enfants. Comme tout le monde est un peu impersonnel, c'est pas vraiment important, ce qui est peut-être un des objectifs. Moi, ça dénaturait toute mon appréciation là, de ce livre-là. Lorsque je vois juste un tas de monde, puis que je peux pas faire des liens entre eux, puis que je peux pas leur attribuer des caractéristiques ou des personnalités et tout. Donc moi, ça a vraiment pas été une grosse histoire. En fait, je reconnais la valeur de ce qu'on a voulu dire, je reconnais l'importance des sujets abordés, mais au-delà de ça, j'y vois vraiment pas énormément de qualité pour me plaire. Je ne pense pas que ça va être un ouvrage qui va vraiment se rendre très haut là, à la fin de mon classement. Le deuxième ouvrage que j'ai lu, c'est Le tissu de crin, de Jennifer Kerner. C'est drôle parce que j'ai fait un échange avec une autre clubiste, puis elle était comme « Ah, t'as parlé de bruit pour échapper? » Ben lui, il y a du bruit, puis étrangement, j'ai trouvé que lui, il était beaucoup plus clair que échapper. On n'est pas dans les mêmes goûts, définitivement pas. Le tissu de crin, c'est un ovni. C'est un ouvrage assez particulier. On est dans le monde de la couture, on est dans le monde du stylisme, de la haute couture parisienne. Ça, c'est l'ambiance autour de l'histoire. Puis on va suivre particulièrement, je vous dirais, deux personnages. Ida, qui est une femme, qui est une première d'atelier qu'on appelle ça. Donc, c'est comme celle au top de tout le monde. Assez froide, pas maternelle, irrévérencieuse, qui a un désir d'avoir une carrière plus que d'avoir des enfants, qui s'excuse pas d'être qui elle est, mais c'est vraiment un personnage comme ça. Puis Jean, qui est peut-être un petit peu plus typique, qui représente l'homme ténébreux, mystérieux. Il va vraiment déboussoler Ida pour une raison obscure que même elle n'est pas capable nécessairement de nommer, mais va comme faire une petite fascination. Elle va être obsédée par ce Jean-là.
Donc, ça va être l'histoire de ça. C'est pas une histoire très positive. C'est très toxique et problématique que tout ce qui va se passer dans ce livre-là. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je peux pas dire encore une fois que j'étais très fan de l'écriture. J'ai trouvé que c'était moins bruyant. On n'était pas nécessairement dans le descriptif, quoique au début, on est dans l'atelier puis on essaie de nous décrire et de nous faire vivre les sensations et tout ça. C'est quand même pas un lieu très facile à imaginer. Je pense pas que j'ai déjà visité dans ma vie un atelier de haute couture, donc c'était comme très très flou pour moi tout ce qui se passait là. Puis il y avait quand même des termes plus européens que québécois, donc je sais pas trop là. Je pense pas que l'atmosphère, l'ambiance était on point. Mais lorsqu'on a commencé à parler des personnages, là, ça m'a interpellée. Le personnage d'Ida, pour moi, est vraiment une protagoniste intéressante, importante aussi, qu'on en voit peu. Des protagonistes à la Evelyn Hugo, de les 7 maris de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid, genre de fille qui met sa profession de l'avant. Elle m'a fait vraiment penser aussi à cette protagoniste ici qui se nomme... Quelle bonne question! Brigitte, je pense que c'est Brigitte. Elle aussi, là, ils ont quelque chose d'attachante, quoique elle est peut-être plus attachante que elle. La vallée de l'étrange de J.D. Curtis, l'ouvrage que je suis en train de montrer. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'un personnage hors norme qu'on voit vraiment pas souvent. Une femme qui ne s'excuse pas d'être qui elle est, qui a fait des choix crève-cœur, qui est comme limite psychopathe aussi, était quand même vraiment fascinante à suivre. Je l'ai trouvée très intéressante pour ça, puis j'aurais pris vraiment plus. J'aurais pris d'autres flashbacks de sa vie. Je trouve que c'est vraiment elle le cœur de l'ouvrage. Et lorsqu'on arrive avec Jean, ben, on comprend pas non plus pourquoi elle est fascinée par lui, mais on la voit comme capotée, puis on la trouve tellement comme irrationnelle. Ce pauvre jeune garçon qui tombe dans la mire de cette femme froide et problématique, ça en découle de plein de petites choses. Puis c'est ça, Jean il est un petit peu plus typique avec un background puis des événements tragiques dans sa vie. Ça, on le voit aller vraiment rapidement, mais ce qui va se passer entre les deux, puis comment ça va se passer, ça, j'avoue que j'ai aimé la ride, j'ai aimé à quel point c'était weird. Je souligne l'originalité de ce personnage-là. Ça en prend des femmes qui sont pas juste des bonnes mères de famille. Il y a vraiment plusieurs passages que j'ai pris en photo que j'étais comme « Ah, ça vient me chicoter ». J'ai envoyé un passage à mon ami pour... celles qui font tout le temps le lavage, qui rangent toute leur vaisselle lorsque la visite est partie. Et il y avait aussi un passage qui venait plus me chercher directement sur les personnes qui font des siestes. J'étais comme « Hey, je le prends pas ». Mais il y avait vraiment plusieurs choses comme ça que j'étais comme « Oh, wow, ça me parle ». Puis je vois vraiment du potentiel. Je pense pas que l'œuvre entière est aboutie, est achevée. Je suis pas certaine de ce qu'on voulait dire, si c'était nécessaire d'en mettre autant sur l'univers de la haute couture, si l'objectif c'était la relation entre les deux personnages, mais définitivement quelque chose de plus intéressant. Donc, pour ces deux titres-là, je mettrais Le tissu de crin au-dessus d'Échappée de Manon Junio. Donc lui, ça serait mon premier pour le moment, puis Manon Junio, ça serait mon deuxième. J'ai lu Caméra Obscura de Gwenaëlle Lenoir. De quoi ça parle ce livre-là? En fait, on va suivre un gars, je pense que ça se passe autour de l'Irak. Il est photographe pour un hôpital militaire dans la morgue. Donc, son travail à lui, c'est lorsqu'il y a des gens qui sont décédés, qui arrivent à la morgue, c'est de prendre différentes photos puis de les envoyer à son supérieur. Donc ça, c'est son travail. Ça a l'air très blasant, mais c'est de ça qu'il vit. Et donc, rapidement, qu'est-ce qu'on va se rendre compte? C'est qu'on est quand même dans un endroit, dans une ville où la sécurité des gens est très précaire. Et donc, il n'arrête pas de dire genre c'est pas prudent de faire ça, c'est pas prudent de faire ça. Donc il y a vraiment tout au long de ce roman-là cette histoire-là de sécurité puis de argumenter avec son patron, c'est pas prudent, de pas faire les choses comme d'habitude, c'est pas prudent. Donc il y a beaucoup de choses qui talonnent comme ça de genre je fais juste mon travail, je dérange personne, il y a pas un mot plus haut que l'autre, je cherche pas la confrontation parce que tout ça ne serait pas prudent. Et cet homme-là a une femme et 2 enfants à la maison, donc il y a aussi derrière lui toute cette histoire-là de je veux pas prendre de chance, je veux pas être en danger, je veux pas mettre ma famille en danger pour rien, donc je fais mon petit travail, je fais mon petit boulot, je retourne à la maison, puis c'est ça.
Mais au fur et à mesure des journées, il y a quelque chose d'assez particulier qui va se passer, c'est que la quantité de morts qui va rentrer à l'hôpital devient comme faramineuse. Puis les cartons qui décrivent un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, comment la personne est morte, mais il se rend bien compte que comme ça n'a aucun lien, là, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi, là, avec les corps qui arrivent, puis comme la quantité aussi qui envoie, et aussi la façon que ses collègues ont d'agir avec ces corps-là. Ils disent que ce sont des terroristes, puis comme ils battent les corps. Il y a même une fois, il y a littéralement quelqu'un qui est arrivé à la morgue qui n'était pas encore mort, puis c'est son collègue qui l'a tué devant lui. Donc, on voit qu'il est comme dans ce genre d'environnement-là qui est très dangereux. Si au départ, on sentait que comme il y avait un aura de danger autour de lui, ben là, c'est comme 2 fois plus. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans la ville, il y a quelque chose qui se passe autour de lui. Il y a 2 clans, puis lui, il sait pas trop où est-ce qu'il se passe, où est-ce qu'il se situe, mais il sent que comme le danger a pris beaucoup plus d'ampleur. Donc, c'est un petit peu ça qu'on va suivre. C'est un ouvrage qui est quand même un peu redondant parce qu'on suit son parcours, on est avec lui à tous ses jours du travail, puis on va voir cette déchéance un petit peu arriver. Moi, ce que j'ai trouvé vraiment dommage, c'est qu'avec un sujet aussi lourd, aussi prenant et basé aussi sur la vraie vie, sur quelqu'un qui a déjà existé et qui existe peut-être encore, je me serais attendue à être vraiment happée par ce sujet-là, puis à être vraiment touchée. Puis je me suis rendu compte que j'étais vraiment extérieure, puis comme je le lisais, ça se lisait bien, mais j'aurais dû vraiment plus me sentir, ressentir les émotions qu'il essayait de me dire. Puis j'ai peut-être une piste que Gwenaëlle Lenoir, elle est journaliste d'enquête et tout ça, donc il y a peut-être cet aspect-là que son écriture, elle est journalistique, donc elle est beaucoup plus à nommer au lieu de montrer le show dont tel. C'est peut-être ça l'enjeu parce que ça se lisait bien et tout ça, mais les émotions, là, ça montait vraiment pas. Donc j'ai tourné les pages, mais j'étais comme, ça se passe pas au niveau émotif pour moi. Donc je sais pas trop, je pense que je vais le placer en deuxième en dessous du tissu de crin puis au-dessus des 2 autres. Je suis en train de faire le montage de cette vidéo et là, je me rends compte que je ne trouve pas le segment où je vous parle du nain de Whitechapel de Cyril Anton, ce qui explique peut-être pourquoi j'avais de la misère à classer Camera Obscura par rapport au nain de Whitechapel, parce que je vous en avais pas parlé et j'avais pas eu cette réflexion-là. Donc, le nain de Whitechapel, on va suivre Octave, qui est un homme de petite taille. On est à Londres dans le 19e siècle et il y a tout le temps une compétition entre Octave et son frère. Au niveau de ses parents, il faut que son frère soit meilleur qu'Octave parce que sinon ça passe pas. Et la majorité du temps, c'est vrai, sauf dans un aspect précis qui est le piano où Octave est vraiment meilleur. Donc éventuellement, il va se passer une situation puis Octave va partir de la maison et il va errer, découvrir la ville autour de lui et il va se passer des crimes, des trucs sordides, puis on va essayer de découvrir qui est la personne derrière tout ça. Bon, je vous avouerai que ça fait quand même un petit bout de temps que je l'ai lu, donc c'est difficile d'être beaucoup plus précise, mais en même temps, c'est difficile aussi parce que j'ai pas beaucoup apprécié ce roman-là. C'est vraiment spécial. J'ai l'impression qu'il y a plein de clins d'œil à plein d'œuvres et que comme si vous avez une meilleure connaissance que moi sur la littérature en général, sur l'histoire de Londres, peut-être au 19e siècle, ça va vous dire quelque chose. Même, tu sais, juste dans la description ici là, sur Goodreads de ce que c'est, ça dit un roman noir et surréaliste qui fait entendre des réminiscences de Freaks, de Kill Bill, des films de David Lynch ou du Grand Guignol, un roman sur les marges où par la grâce de moyens de transport pour le moins étrange et inédit, le Londres fin de siècle rencontre la Seconde Guerre mondiale. J'ai pas vu de tout ça. Moi, j'ai lu le livre, il y avait beaucoup de termes qui me dérangeaient, qui faisaient vraiment pas 2024 au moment où que je l'ai lu. Là, c'est sûr que je comprends qu'on est dans le Londres du 19e siècle, mais tu sais, le nain de Whitechapel, déjà, ça, je trouvais ça un petit peu borderline. Et il y a plusieurs mots dans le livre qui sont très racistes. On parle du mot en N, entre autres, de plusieurs terminologies que j'étais comme « ça grince », même si on se remet en contexte. Je sais pas pourquoi je lis ça actuellement. J'étais pas vraiment vendue. Ça se lit
relativement vite, malgré tout. Ça se lit bien, l'écriture est fluide, sauf que je me suis pas attachée à aucun personnage, puis pas non plus au personnage principal. Ça se veut un roman policier, mystère, suspense, thriller, mais on voit vraiment vite où est-ce que ça s'en va, là, c'est super évident, puis je suis pas une devin, là. Je suis vraiment pas quelqu'un qui arrive à découvrir les rebondissements, puis les twists d'avance. Donc le fait que moi je l'ai vu, ça veut dire que c'était très évident, là, qu'il n'y avait vraiment pas de désir de cacher les pistes, ou en tout cas que si oui, ça n'a pas fonctionné. Donc, ce livre-là m'a vraiment laissé sur ma faim et m'a vraiment laissé indifférente, ce qui fait en sorte que je pense que je vais le classer. Par rapport à Échappée, c'est tough. J'ai l'impression que je dois le classer en dernier. Il s'est mieux lu que Les Échappés. Les Échappés, j'ai vraiment pas aimé la plume, puis c'est vraiment plus un livre d'ambiance, ce qui, d'un certain sens, j'ai l'impression que c'est ça que Le Nain de Whitechapel est aussi, mais qu'il faut des clés que je n'avais pas. Elles sont vraiment comme côte à côte pour moi, là. Donc, je pense que je vais les laisser ex aequo. Je pense que sinon, c'est juste trop difficile à les séparer. On n'est plus des gens normaux de Justin Morin. J'avais quand même des attentes par rapport à ce livre-là parce que le sujet. Donc, c'est basé sur un drame qui a eu lieu. Donc, c'est basé sur ça. Il y a une portion plus des faits, mais il y a une portion aussi plutôt fictive. Et qu'est-ce qui s'est passé, en fait? C'est qu'un gars qui était en train de conduire et de manière très délibérée, il a même pesé sur l'accélération, il a foncé dans un restaurant. Il a donc fait beaucoup de victimes et il y a une personne qui est décédée, une jeune fille ici du nom d'Angela, je sais pas, oui, je pense que c'est son vrai nom parce qu'à la fin, il y a sa photo. Donc, Angela qui est décédée, je pense qu'elle avait 12-13 ans. Dans ces eaux-là. Donc, ce qu'on va suivre dans ce roman-là, c'est le tout début. On est dans la tête de la personne qui conduit, qui va foncer dans la pizzeria. On est dans le chaos de ce drame-là, de ce qui se passe. On est dans les victimes, les blessures, le et après, et on est dans le procès. C'est un ouvrage qui aurait dû me plaire de par ses thématiques, particulièrement le procès, et aussi la charge émotionnelle de tout ça, mais ça n'a pas fonctionné. Et un peu comme je vous disais avec Camera Obscura, j'ai l'impression que ça part de l'écriture. Le sujet était touchant, pas l'écriture. Particulièrement pas les moments très fictifs. L'histoire de Lisa, qui est la sœur de celui qui a causé le drame. Oh mon Dieu, j'avais aucun intérêt à lire ce passage-là. Donc, j'y croyais pas, j'étais pas investie, ça me touchait pas. Je préférais les passages qui étaient plutôt factuels lorsqu'on était au procès. Là, ça se passait plus, mais dans ces moments-là, très fictifs, où il invente des choses, puis il nous dit qu'il invente, on dirait que j'y croyais pas. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a déçue tout au long du livre. Ça se lit bien, mais je l'aurais vraiment lu plus vite et de meilleure façon si j'avais ressenti quoi que ce soit dans ce livre-là, et ce n'est pas arrivé malgré le drame, malgré tout ce que ça cause, puis toutes les situations, puis les effets sur la famille. Ils ont perdu un membre de leur famille. C'est une famille de 5 enfants, de 5, avec 3 enfants, les 2 parents, puis leur unique fille, elle est décédée dans ce drame-là. Donc, tu sais, c'est vraiment touchant, là, tout ça, mais ça fonctionnait pas. L'histoire, elle était drôlement construite aussi. Je vous dirais que j'avais l'impression qu'on savait pas qu'est-ce qu'on voulait raconter parce qu'on part au début, on commence dans la tête du tueur. Rapidement, on est à la 3e personne avec toutes les victimes. Puis après ça, le ton du procès, c'est le ton de la personne qui était journaliste, Justin Morin. Donc, il y a vraiment comme des tonalités différentes, puis je trouve ça un petit peu déstabilisant. Je trouve que la meilleure perspective, c'est la sienne, lorsqu'il est journaliste, puis il nous explique ce qu'il a vu, puis comment il l'a vécu, mais je trouve pas que c'est aussi efficace lorsqu'il essaie de nous raconter une histoire. Puis encore une fois, on parle de journaliste, l'écriture journalistique. En fait, je sais pas s'il est journaliste, mais... Ah ouais, journaliste, mais c'est ça. L'écriture journalistique, elle se veut factuelle, elle ne se veut pas dans l'émotion, puis je trouve que ça transparaît énormément. Donc, encore une fois, c'est pas une lecture qui cote très haut,
une lecture correcte sans plus. J'ai pas nécessairement pensé à l'abandonner, mais j'étais pas super investie. Je considère quand même que j'ai eu des meilleurs moments et que j'étais plus investie dans Camera Obscura. Avec le classement que j'ai actuellement, je mettrais le Tissu de crin en premier, Camera Obscura en deuxième. On n'est plus des gens normaux en troisième. Puis, je me souviens même plus ce que j'ai dit par rapport au nain de Whitechapel, puis Échappé. Je pense que j'ai mis Échappé avant le nain de Whitechapel. J'avais tellement hâte de lire Fragile et c'est maintenant chose faite. De quoi ça parle, Fragile, de Nicolas Martin? En fait, on est dans une société futuriste, mais qui semble quand même assez proche, où la fertilité est un enjeu de société. On est ici en France et il y a des gros enjeux de fertilité. Un, les femmes qui tombent enceintes, c'est de plus en plus rare. Et deux, quand elles tombent enceintes, les enfants sont souvent atteints du syndrome de l'X fragile. Et ce syndrome-là, ça peut apporter une multitude de différentes malformations, de difficultés et d'enjeux de croissance. Donc, ça fait en sorte que les familles ont des enfants handicapés légèrement ou lourdement. Alors, c'est une problématique, définitivement, et la France cherche par tous les moyens à augmenter la fertilité de ses habitants et habitantes et à avoir des gens sains, des enfants sains qui naissent de ces unions-là. Comment vont-ils faire? Ah, ben, c'est un petit peu ça qu'on va découvrir dans ce roman-là. Il y a un genre de programme qui va être mis en place pour essayer d'augmenter la fertilité des couples qui vont tester cette nouvelle méthode expérimentale. On va suivre notre protagoniste, Tiphaine, qui est élue, qui fait partie de ce programme-là, qui va avoir un fils sain. Je sais pas où est-ce que je peux me rendre dans mon résumé, mais je vais arrêter ça. Disons qu'il y a eu des belles promesses qui ont été faites, mais malheureusement, c'est pas aussi beau que ce qui a été promis. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre-là? Je sais pas si c'est parce que j'avais des grandes attentes, je sais pas si c'est parce que l'exécution était pas tout à fait on point. J'ai l'impression qu'on avait des petits enjeux d'écriture. Et là, je sais, c'est un premier roman et tout, mais bon, c'est quand même ça que je dois vous dire aujourd'hui. Je parle de mon ressenti avec un sujet aussi proche de mes intérêts, avec une science-fiction, avec des enjeux de fertilité, puis toute la science qui est embarquée là-dedans. Ce livre-là avait plein de cases cochées préalablement pour me plaire, mais ça s'est vraiment passé en montagne russe et j'ai vraiment l'impression que ça passe par l'écriture, que les différents aspects qui n'ont pas fonctionné, c'est à cause de l'écriture. Ce que je veux dire par là, ça passe entre autres par les personnages. Je me suis pas sentie investie dans leur vie, particulièrement Tiphaine, on la suit dans des montagnes russes. Elle va vivre plein de choses, puis être bafouée, puis avec son mari, ça va être complexe, avec ses enfants, ça va être complexe, avec le reste de la société, puis ce qu'elle vit dans le programme de refertilisation, ça va être complexe, puis elle va vivre des up and down, elle va vivre des drames, elle va vivre des situations vraiment traumatisantes. Et j'étais pas investie, je lisais ça vraiment comme une spectatrice externe. Puis ça, j'ai vraiment l'impression que ça passe par comment ça a été écrit, parce que ça aurait dû me toucher. Le sujet était touchant, les événements l'étaient aussi, mais ça transperçait pas mon cœur, il n'y avait pas de fil entre nous deux. Par rapport à l'histoire aussi, je trouve qu'il y avait vraiment un manque de fluidité. J'aurais dû lire ça rapidement comme un page-turner. Puis il y a vraiment des passages où je trouvais ça un peu plate, où j'avais de la difficulté à tourner les pages. Je n'ai jamais pensé à l'abandonner, pas à ce point-là, parce qu'il y avait quand même des éléments qui me plaisaient, mais il y avait là, des moments où je devais me pousser plus fort, où je devais travailler plus fort que ce à quoi j'aurais pensé. Il y a beaucoup de terminologie aussi assez spécifique, puis des acronymes. Donc ça aussi, ça rajoute peut-être un petit peu à la lourdeur du roman. Puis l'aspect politique aussi de tout ça. Je peux pas dire que j'ai tout à fait bien compris les enjeux, puis quel parti prônait quoi, puis qu'est-ce que ça faisait, puis qu'est-ce que ça impliquait. Donc tout ça, je pense que c'est comme un amalgame.
J'ai trouvé que le sujet est intéressant, l'histoire est intéressante, mais ça aurait dû vraiment coter beaucoup plus fort. Et là, ça me met vraiment dans une drôle de situation de le placer par rapport aux autres parce que il y a pas d'élément qui a ressorti très fort si je compare Fragile au Tissu de crin. Mais Tissu de crin, j'ai vraiment été happée par la protagoniste. Je trouve qu'elle est originale, je trouve qu'on embarque avec elle dans son obsession. Donc, Tissu de crin, pour moi, est plus fort. Et peut-être même Caméra Obscura, de par le sujet, puis la portée, puis l'importance, même si j'ai pas senti que ça me touchait tant que ça, je pense que j'ai eu plus de facilité à lire Caméra Obscura. Donc, je crois que ça irait comme dans une troisième position. Mon sixième roman pour les rendez-vous du premier roman hors Canada, c'est La poète aux mains noires d'Ingrid Glowacki. Dans cette histoire-là, en fait, c'est un peu comme une fiction historique. On parle d'une personne qui a déjà existé, qui s'appelle Marie Talbot. Et Marie Talbot, elle est devenue potière. Elle disait potier parce qu'il y avait des petits enjeux là, de genre à l'époque, puis de revendication. Mais elle était donc potière, sculptrice, très, très populaire. Elle a fait des œuvres qui sont maintenant dans des musées, puis elle est vraiment connue pour l'œuvre qu'elle a apportée à la Terre, à la planète Terre, à notre société, à notre civilisation, aux humains. Ce qui est intéressant, par contre, avec cette personne, c'est qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur sa vie. On a ses œuvres, mais pas grand-chose sur pourquoi et comment. Donc, c'est un petit peu ça l'exercice que l'autrice a fait ici. Elle s'est informée sur la vie ou sur les moments marquants de la vie de Marie Talbot, puis elle a romancé quelque chose, elle lui a créé une histoire, une vie, pour essayer d'expliquer pourquoi telle sculpture a été créée à tel moment, puis qu'est-ce que ça voulait signifier. Donc, c'est vraiment un travail de création autour d'objets qui existent et de faits réels. Vraiment intéressant. Vous sentez peut-être que c'est un roman que j'ai bien apprécié. Avant de le commencer, j'ai senti que le club de lecture, c'était un des tops, celui-là. Donc, je ne savais pas trop où me placer par rapport à ça, mais moi aussi, je l'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça se lisait vraiment très, très bien. Des courts chapitres, puis on parcourt la vie de Marie Talbot au fur et à mesure des années. Donc, on part lorsqu'elle est plus jeune, puis on continue là, vers l'âge adulte avec des moments marquants, puis comment elle est devenue cette artiste si prolifique, sa relation avec la terre, avec le fait de créer, avec son père, avec son mari, avec son fils. Donc, il y a vraiment des choses très intéressantes au travers de ce roman-là, même si c'est fictif, parce que, ben oui, il y a des faits, mais on ne sait pas vraiment là, grand-chose sur sa vie. Donc, ça aussi, c'est quand même une portion intéressante. J'ai vraiment beaucoup aimé cette protagoniste-là. Je l'ai trouvée très hot pour son époque. Je ne sais pas si elle était vraiment comme ça, mais déjà, le métier de potier, c'était réservé aux hommes et elle a réussi à se faire accepter dans ce métier-là. Son père, il était potier, puis il a vu éventuellement son talent, puis il était comme « OK, tu vas en faire toi aussi, là, c'est indéniable. » Donc ça, le fait de porter le pantalon, le fait de vouloir être libre, le fait de vouloir se faire nommer potier, de trouver son propre nom, sa propre identité, de rejeter les conventions. Elle était vraiment très précurseur pour l'époque. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment le fun à lire, une protagoniste avec une personnalité, des valeurs qu'on ne lit vraiment pas très souvent. Son histoire est touchante, elle se lit vraiment très, très bien. Les thématiques sont le fun à lire, la plume est facile. Donc, ça a vraiment été un ouvrage que j'ai bien lu, même si là, il y avait des petits enjeux de temps dans ma vie. Ça s'est lu assez rapidement, puis j'ai bien aimé ça. Donc, pour le classement, je vous avouerai que ça doit être mon top 1. Ça doit être mon top 1 parce que Tissu de crin, il y avait des éléments vraiment originaux que j'ai beaucoup aimés, mais il n'y avait pas globalement... J'ai trouvé plus de défauts, puis je sais que c'est une œuvre quand même moins parfaite, même s'il n'y a pas d'œuvre parfaite, que La poète aux mains noires. Donc, je crois définitivement que La poète aux mains noires, pour moi, c'est mon top 1. Et Tissu de crin reste en deuxième. Mais il y a quand même quelque chose de similaire un petit peu, ces deux protagonistes-là, quoique elle n'est pas aussi exécrable, mais il y a quand même quelque chose de femme forte, femme
qui s'affirme femme hors convention dans ces deux ouvrages-là. Mais celui-là, globalement, mieux écrit, mieux construit, mieux fait, moins de petits défauts, puis l'atmosphère, on la comprend mieux, alors que dans Tissu de crin, il y avait des petits enjeux quand même de description, puis de on est où, là, puis qu'est-ce qui se passe, là, puis c'est quoi tous ces tissus autour de moi. Donc, beaucoup plus facile de s'immerger dans ce roman-là. On y va avec le 8e et dernier roman de cette sélection, donc Terre promise de Bénédicte Dupré-Latour. Ce livre-là, je sais pas comment vous faire un résumé de ce livre-là. On suit des gens à quelque part qui vivent la misère. On a un contexte de la ruée vers l'or et ce sont des parcours de vie qu'on va suivre qui s'imbriquent les uns dans les autres. Et c'est pas mal ça. C'est vraiment difficile de faire un résumé parce qu'on suit des vies, tout simplement. On suit plusieurs personnages, puis on va voir des moments marquants, on va avoir une idée de la trame narrative de leur vie. Je sais pas comment vous expliquer ça autrement. C'est ça. C'est un roman choral, c'est vrai. J'ai oublié de vous parler de ça. Je peux pas aller plus loin dans mon résumé, c'est vraiment moche, mais c'est ça. Il y a beaucoup de personnages vu que c'est un roman choral. Maintenant, passons tout de suite à la surprise de cette vidéo parce que, contre toute attente, les filles de mon club de lecture, le fait que c'est un roman choral, je les écoutais parler de ce roman-là, puis je me disais ça sera pas pour moi. Il fallait avoir terminé nos lectures pour le 10 février parce que c'est notre dernière rencontre pour le club, c'est là qu'on va voter. Je l'ai commencé le 8 février en me disant il y a aucune chance que je termine ça avant lundi le 10 et je l'ai terminé le dimanche le 9. J'ai dévoré ce roman-là. Pourquoi? Je sais pas. Je pense que ça passe énormément par l'écriture. Il y a vraiment une force dans l'ambiance, dans la manière de nous faire comprendre où est-ce que les personnages se situent, qui ils sont. Rapidement, on touche à l'âme de ces personnages. Au début, c'est beaucoup des femmes. Je dirais que c'est comme 75% des femmes avec le reste de pourcentage pour les hommes. Faites le calcul vous-même. 35%. Et oui, c'est ça. Rapidement, avec l'écriture, je trouvais ça vraiment le fun à lire, même si on n'a pas tout de suite le fil, les fils conducteurs entre les personnages. On est dans la même ambiance, on est dans la terre. Ça s'appelle Terre promise. On est vraiment dans la terre, on est sur la terre. Il y a quelque chose de très terreux, de brun. Ah, comment je pourrais dire, de brut. C'est pas un ouvrage facile. Les personnages vivent des trucs vraiment difficiles. Puis à la fin de chaque section, de chaque personnage, il y a tout le temps comme un revirement de situation ou un punch, quelque chose. Ça pogne à chaque fois. J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Je sais pas comment ça se fait. J'ai l'impression qu'il y a rien qui était pour moi dans ce livre-là. J'ai l'impression que j'étais pas le public, mais ça a fonctionné. J'ai pas le choix d'attribuer ça à l'écriture qui m'a vraiment parlé. Ça m'a donné un souffle aux histoires que je trouvais touchantes, aux protagonistes que j'aimais tout de suite. Je vivais leur misère, je comprenais leur dilemme, je comprenais qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec ça, puis pourquoi ils étaient dans cette situation-là. Je les ai tous aimés ou presque. Là où j'ai senti un petit peu de fatigue, c'est parce que on additionne des personnages au fur et à mesure de ce roman-là. Plus que tu en ajoutes, plus que tu as de la misère à faire les liens. Donc là, je m'en voulais un petit peu au départ de pas avoir pris un crayon puis d'avoir noté les personnages puis les liens entre eux, ce qui n'est pas du tout moi, comprenez là, que c'est vraiment pas quelque chose que j'aime faire, mais là, je sentais que j'aurais eu encore plus de plaisir et j'aurais apprécié davantage cette lecture-là si j'avais fait cet exercice-là. Mais là, entre le relire pour faire l'exercice, je sais pas, hein, c'est vraiment beaucoup me demander, mais j'aurais vraiment beaucoup apprécié ça parce que je lisais des choses puis j'étais comme oh oui, c'est vrai, mais c'était qui donc exactement cette personne-là dans une autre histoire, puis là ben j'allais pas rechercher. Donc il y avait ça. Tu sais, à la fin, je trouve qu'il y avait beaucoup de personnages, il y avait beaucoup de couches, il y avait beaucoup de liens les uns entre les autres, ce que je trouve magnifique, mais un peu moins lorsque je suis pas capable de tout relier. Ça a un petit peu moins d'effet. Et le dernier chapitre qui est avec Nathaniel, je voudrais que c'était peut-être celui de trop. Je pense qu'on voulait boucler la boucle avec ça, mais c'est vraiment celui-là que j'ai senti la longueur. J'étais moins intéressée par les personnages masculins, je sais pas pourquoi. J'aimais beaucoup les personnages féminins. Ben, quoique Bloody Horse, c'était quand même intéressant. Les deux autres, pas mal moins. Donc, oui!
J'ai aimé ce livre-là et jusqu'à rendre mon classement vraiment compliqué. Vraiment compliqué parce que, comme je vous disais, à part un petit peu le fait que c'est peut-être un peu trop long et que suivre tous les personnages, c'est peut-être un petit peu trop difficile, il n'y a pas grand défaut que je reproche à ce roman-là et ça, c'est magnifique. Regardons ma liste. J'avais fait un ordre des lectures avant de les avoir lues, seulement avec le résumé, et ça se plaçait ainsi. Je pensais que Fragile allait être mon top 1, Caméra Obscura en deuxième, On n'est plus des gens normaux en troisième, La poète aux mains noires en quatrième, Échappée en cinquième, Le tissu de crin en sixième, Le nain de Whitechapel septième, et Terre promise en huitième. Et ce n'est pas ça du tout. Il y en a comme pas un qui est à bonne place. Pas un qui est à bonne place. Wow! Et vraiment, là, tu sais, Terre promise, non, il est pas premier. J'ai vraiment hésité à le placer dans mon top. Je garde La poète aux mains noires en premier parce que j'ai pas trouvé de défaut. Donc, ben, il y en a sûrement, mais tu sais, rien qui m'a titillé, donc il est en premier. Mais en deuxième, je mets Terre promise. Oui, je mets Terre promise en deuxième. Je mets Terre promise en deuxième. Parce qu'en troisième, je mets Le tissu de crin, qui est un ouvrage que j'ai beaucoup aimé en lien avec la relation des deux protagonistes, Ida et Jean. Mais le reste, je trouvais qu'il y avait des défauts, donc ça pèse lourd. C'est pour ça qu'il est troisième. En quatrième, je place Caméra Obscura. Il y a la force de l'histoire, il y a aussi le fait que c'est basé sur une vraie histoire, mais ça n'a pas touché mon cœur, puis ça, ben, ça y a fait perdre un petit peu de points. En cinquième, Fragile. Quelle déception, ce livre-là. Je m'attendais à ce que ça soit le premier. Il y avait tout sur papier pour me plaire, donc ouais, ça fait mal. Tout comme le sixième, qui est On n'est plus des gens normaux. Encore une fois, il y avait des thématiques pour me plaire, puis c'est en sixième. Ça démontre qu'il y a des enjeux là-dessus. En septième, Échappée de Manon Junio. En huitième, Le nain de Whitechapel. Ben, non, j'allais dire que j'avais Le nain de Whitechapel, mais je pensais qu'elle allait être en septième dans mes prévisions. Je pensais que lui, ça allait être en huitième. Je comprends plus ma vie. Je suis, ma foi, vraiment survoltée de cette découverte, de cette lecture, de ces lectures-là. On est parti comme très doucement, mais les dernières lectures ont vraiment été des bonnes lectures. Mon top 1 et 2, c'est ma dernière puis mon avant-dernière lecture. Je ne peux pas concevoir ça va être quoi le visage des clubistes demain lorsque je vais être comme « Hey, Terre promise, c'est mon deuxième. » Elles ne vont pas me croire. C'est sûr qu'elles ne vont pas me croire. Puis il y avait quelqu'un qui avait parlé de temporalité par rapport à Terre promise. Mais moi, ça ne m'a pas dérangé. J'ai l'impression qu'on était tout le temps au moment présent en commençant, puis après ça, on retournait dans le passé. Il y a vraiment des patterns qui étaient comme ça. J'ai aimé ce roman-là, que si vous voulez que je vous dise, je l'ai aimé à la grande surprise. Donc, mon top 1 et mon top 2, ce sont ces deux romans-là. Wow! Sur ce, est-ce que vous avez lu des romans de cette sélection? Si oui, est-ce que vous les avez appréciés? Si vous avez des suggestions, des critiques, des commentaires, n'hésitez pas à le faire en dessous de ma vidéo. Je publie une vidéo le samedi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous inscrire à ma chaîne. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures.